Ok, bonsoir tout le monde, merci de perpétrer la tradition des meet-up chez Exteam. Donc le meet-up d'aujourd'hui sera consacré à une technologie qui est en vigueur dans un pays voisin à la France, donc bonjour, l'Estonie. On va voir en fait comment les Estoniens, qui sont une référence dans le digital en Europe, font pour digitaliser toute leur société. Et donc pas seulement quelques pans de la société, mais ils ont vraiment développé des choses et depuis plusieurs années, ils sont dans une culture du digital, de la start-up. Et l'idée de ce meet-up, c'était de vous sensibiliser à des choses qui existent, qui fonctionnent, qui sont éprouvées depuis des années et qui ne sont pas si loin de la France. Donc la problématique du jour, ce serait de dire, bon, forcément, première question, est-il possible d'améliorer le déroulement de démarches administratives? Donc la réponse est forcément oui. Maintenant, toute la problématique se situe dans le comment. Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser, est-ce qu'il faudrait optimiser les démarches papier qui sont faites? Est-ce qu'il faudrait digitaliser service par service? Ou est-ce qu'il faudrait voilà, un système tiers qui puisse répondre à ça? Déjà, vous, quand vous voyez ça, et par rapport à votre vécu, est-ce que vous avez des idées là comme ça de comment vous amélioreriez certaines démarches précises qui ont été pénibles pour vous? Est-ce que là, comme ça, vous avez des idées ou pas sur, j'en sais rien, faire immatriculer une voiture, sur faire enregistrer un enfant, sur... Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent en tête de choses qui vous paraissent un petit peu aberrantes? Je pense qu'il faut éliminer l'élément humain. Peut-être je te donne... Bon, je pense que le problème, c'est d'éliminer l'élément humain qui est en train de tout ralentir. Parce que c'est l'humain qui est en train de tout foutu, là. Tu vois? C'est pas comme les machines. Les machines, c'est à exécuter directement, mais les humains sont en train de... Donc il faut éliminer tous les humains. Ah, oui, c'est ça, éliminer tous les éléments. Ou alors il faut... donc l'idée c'est de... Dans l'administration, franchement, parce que... Tu vois, c'est pas linéaire. Donc les process ne sont pas forcément optimisés. Oui, c'est ça. Et donc ce que tu dis en gros, c'est que partout où il y a de l'humain, voilà, il y a de l'aléatoire, du délai, etc. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une autre idée, un autre constat? Ouais. Moi, je suis moins Terminator, donc je ne veux pas éliminer tous les humains, mais en fait, ce qui me gêne dans les parties administratives, c'est là où il faut se déplacer. Donc quand il faut aller à l'administration pour faire un truc, c'est assez chiant parce qu'ils travaillent dans les horaires ouvrés où nous aussi on travaille ailleurs et on travaille loin, il faut revenir dans le lieu dans la ville où on habite pour faire. On est rattaché à un département ou à une mairie. Donc il faut plus dématérialiser tout ce qui est procédure. Ça existe déjà sur certaines activités aujourd'hui. Il suffit de se connecter en ligne pour faire... Aujourd'hui, la carte grise, on ne va plus la faire, ça se fait en distance, mais il faut pousser plus vers toutes les procédures. Donc deuxième idée, les déplacements. Est-ce que vous voyez d'autres choses pour optimiser nos démarches administratives d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres idées? Bon, déjà, voilà, on part déjà sur une bonne base. Voilà, clairement, ce que tu dis, c'est vrai. Pendant qu'on est au bureau, on doit faire des démarches où on doit se déplacer de 9h à 16h. Voilà, c'est clairement pénible. Donc, c'est clairement du service qu'on pourrait proposer aux gens, de pouvoir effectuer des démarches sans se déplacer. Et deuxième élément, le facteur humain. Qui ralentit, il y a de l'aléatoire, etc. Très bien, donc on va voir en fait comment d'autres gens solutionnent cette problématique.
Donc, en fait, on va vous présenter une technologie en fait, qui est en place en Estonie depuis des années. Donc, on va présenter le contexte. Donc, ça s'appelle l'e-Estonie. On va parler un peu de la solution technique, le code, etc., les interfaces, etc., comment ça fonctionne. Et on va voir comment on pourrait transposer ça à la France et on va conclure là-dessus. Donc un peu d'historique. Donc en 91, l'Estonie ne fait plus partie de l'URSS et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce lancement, le démarrage du projet de digitalisation des démarches administratives, et le premier e-service a vu le jour en l'an 2000, et c'est le paiement des impôts en ligne. Donc l'entreprise l'entreprise un peu clé dans tout le dispositif, c'est Cybernetica, qui est en fait une société estonienne et qui est à l'origine du code X-Road, qui est un software, on va en reparler. Et ils sont aussi à l'origine du système de paiement de l'impôt en ligne et du vote en ligne. Donc, il y a un petit nuage qui dit depuis 1991, les données de la X-Road n'ont jamais été compromises. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de gros crash sur 170 bases de données de la X-Road. Je pense que si les données de tout un pays, 1,3 million de personnes sont corrompues, on devrait le savoir quand même. Comment ? Non, en tout cas, on va en reparler il y a eu des incidents, on va en reparler, mais en tout cas, il y a eu aucune corruption généralisée des données. Ensuite, en 2002, il y a eu l'apparition de la carte d'identité numérique. Donc, il y a eu les impôts en ligne, et ensuite cette carte d'identité numérique. Donc, c'est un format carte bleue. C'est la taille d'une carte de séjour, d'une carte bleue. Et en fait, avec le système de carte à puce, on la branche avec un lecteur. Et ça permet d'avoir accès à tous les services qui sont proposés par l'e-Estonie. Et ça fonctionne avec 2 codes PIN, donc un code pour s'identifier et un code pour signer. Donc la carte d'identité numérique est apparue en 2002, et de 2002 à aujourd'hui, le pays, donc l'Estonie, a équipé un peu plus de 98% de la population, y compris les étrangers. Donc c'est pas un truc qui concerne 5% de la population. Ensuite, en 2005, il y a eu le vote électronique. Donc vous voyez, la dame, elle branche sa carte sur le lecteur et elle peut voter. Donc l'intérêt, c'est de ne pas se déplacer, donc il n'y a pas tout le bordel des bureaux de vote, la surveillance, le dépouillement, etc. Tout se fait en ligne. Et on a la possibilité de changer son vote jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que si on est hésitant, on peut changer son vote autant de fois qu'on veut, on rebranche la carte et on change son vote avant la deadline. Donc après, il faut qu'il y ait une deadline, c'est fini. Donc en France, il y a eu quelques tentatives. Il y a dans certains bureaux de vote, vous avez pu voir des automates. En fait, vous faites un vote électronique. C'était très critiqué. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont critiqué ça en disant c'est un truc pour falsifier les votes, pour tromper le citoyen, etc. Donc ça n'a pas été généralisé en France. Et un des problèmes de ces systèmes, de ces machines de vote, c'est que on ne peut pas retrouver qui a voté quoi. D'associer un individu à un vote, ça a toujours posé des problèmes. Et donc, Là, le vote il est anonyme ou pas? là, le vote il est anonyme.
C'est où? C'est n'importe où ou c'est dans les centres? Comment ça? C'est depuis chez toi en fait que tu votes. C'est depuis ton bureau, depuis chez toi, tu branches ta carte et tu mets ton code, on est sûr que c'est toi. Et là tu peux voter. Alors peut-être que c'est pas toi qu'on peut te voler la carte, mais comme tu as tout l'historique, tu sais qu'on a pu te voler ta carte et qu'à tel moment il y a eu telle action. Si on peut changer le vote, c'est pas très anonyme. Comment ça? Si je peux changer ce que Oui. j'ai voté, c'est que c'est pas très anonyme. Peut-être qu'une fois après la deadline, c'est anonyme. Mais Tu peux changer de vote autant que tu veux, tu changes ton vote autant que tu veux, mais jusqu'à j'en sais rien, mardi à 18h. Parce que c'est anonyme, on est anonyme grand public, mais c'est pas anonymisé dans la base de données, c'est ça? Bah, il faut pouvoir retrouver, pouvoir associer ton vote, voilà, tu peux. C'est pas 100%. donc c'est pas complètement anonyme, enfin je sais pas anonyme. Bah, les données sont chiffrées, et par contre, quand tu arrives avec ta carte et ton code, tu retrouves ton vote. C'est pas un truc qui se perd dans la nature. Ouais, mais chiffré n'est pas anonymisé, hein. C'est deux choses différentes. Je- On peut je- chiffrer des données, mais elles sont quand même pas anonymes. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas anonymiser tant que voilà, on n'a pas arrêté les votes. On peut pas, sinon tu peux pas rechanger ton vote. Du coup, ouais. Donc, mais bon, une fois que c'est fini, c'est fini. Et c'est le vote électronique, ça concerne quand même de mémoire 30% de la population. Donc il y a quand même un nombre significatif de personnes qui votent en ligne. Prochain service on va dire grand service public qui est arrivé à l'intérieur de l'e-Estonie, c'est la santé en ligne. Et donc à partir de 2008, on retrouve le dossier patient des gens qui est accessible forcément au patient lui-même et au médecin. Et c'est là où on a un peu l'historique de la médication, des examens. Il y a les ordonnances qui sont arrivées par la suite. Donc si tu perds ton ordonnance parce que ça fait 6 mois que tu l'as faite, bah, tu peux la retrouver. Tu ne sais plus si tu es vacciné, tu peux retrouver. Et tu changes d'hôpital ou tu changes de médecin. Donc le deuxième médecin a accès aux antécédents. Donc c'est quand même un vrai service qui est proposé aux citoyens et qui est au bénéfice du citoyen in fine par l'intermédiaire du fait que voilà, tous les médecins peuvent, quand ils sont autorisés, peuvent le consulter, etc. Ça c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à mettre en place en France. Oui. Concernant ces systèmes-là, Oui. est-ce que le patient a le privilège de contrôler ces données? C'est-à-dire contrôler ces données. Contrôler la visibilité des données par rapport aux consultations, les différentes consultations, des interventions, que ce soit pour les médecins. Et, c'est quoi le risque que tu vois le risque, derrière? c'est qu'il y a ce qu'on appelle le secret professionnel et la vie privée d'un patient. Oui. Le patient, il a le droit de ne pas divulguer des secrets ou un historique que peut-être il a vécu, il a eu durant sa vie et ne pas le déclarer tout simplement. Ça permet, en fait, les données sont centralisées. Oui. Le DME, la notion du DME, ça permet d'avoir donc toutes les informations liées au patient, sauf que Oui. en fait, la question, est-ce que lui, le patient, est-ce qu'il a le contrôle sur son outil? Bah, je ne saurais pas te répondre sur le fonctionnement exact de cet outil-là. Ce qui me paraît logique, c'est que le corps médical a besoin de savoir tes antécédents pour te prescrire la bonne posologie. Ensuite, mis à part le corps médical et le patient, c'est normal que l'employeur n'ait pas accès à tes informations, de savoir si tu as le cancer, le sida, tel MST, etc. Il faut toujours passer par la procédure classique, une consultation, pour avoir l'accès. Parce que normalement, le médecin ne peut pas avoir
juste taper par exemple un identifiant d'un citoyen Ah bah oui, bah bien et sûr. récupérer les données. Bah non, ça c'est évident. Non, ça c'est évident. Ça marche pas pour les médecins. Par contre, il y a des infos qui sont accessibles à la police. Là, les policiers, ils peuvent taper l'identifiant de n'importe qui et ils ont un certain nombre d'informations. Mais les médecins, non. Il faut qu'ils soient autorisés. Ça, d'ailleurs, il y a un truc avec le service de police qu'on verra après. Mais non, les données de santé, non. C'est pas un accès libre. Petit résumé de ce que la carte peut faire, c'est quelques familles en fait de services. Il y en a de mémoire à peu près 200 services qui sont proposés. On peut vendre et acheter un véhicule avec la carte, c'est-à-dire que voilà, on branche la carte et on dit le véhicule est transféré à la personne, point barre, c'est fini. Il n'y a pas de matriculation, de machin, de préfecture, voilà. Il y a des échanges possibles avec les enseignants sur tel ou tel élève. Le vote qu'on a vu. On peut témoigner en justice en utilisant la carte pour prouver que c'est nous. On peut, donc on a parlé de la partie médicale, le fait d'accéder à son dossier, le fait de récupérer ses ordonnances, le fait d'accéder à ses examens, si on ne sait plus tel examen, on l'a fait il y a 2 ans, il y a 6 mois, etc. On peut y accéder, ça évite toute la paperasse qu'on accumule à la maison et tout le temps perdu derrière. On peut enregistrer une naissance, voilà, donc l'enfant naît, on lui crée une carte et ça envoie au registre de la population qui envoie au registre de la sécurité sociale et l'enfant naît avec une couverture sociale. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est très papier, il faut prouver le truc, il y a une liste de papiers à fournir et si on dépasse un certain délai, il faut passer en justice, c'est très manuel. Ensuite, il y a un service très important, c'est le fait de pouvoir créer une entreprise juste avec sa carte, donc pas besoin de fournir des formulaires, de remplir des formulaires, de fournir des justificatifs, etc. Donc l'Estonie, c'est vraiment le pays où proportionnellement il y a le plus de start-up en Europe. C'est vraiment un pays de start-up. On peut payer ses impôts en ligne et on peut signer des contrats donc en tapant le fameux deuxième code qui équivaut à une signature. Donc tous ces services pourraient remplacer en France par exemple des cartes d'identité, des cartes de fidélité, le permis de conduire, la carte vitale, des cartes de transport. Voilà, tout votre portefeuille en fait pourrait se réduire limite à une carte puisque vu le nombre de services qui sont assez riches qui est proposé. C'est très orienté administration, c'est pas ouvert au privé? C'est orienté administration, c'est l'État qui gère ça. Après, c'est enrichi, c'est-à-dire que s'il y a un service qui est pertinent, par exemple le fait de payer, on peut... en fait, on va voir après dans la partie architecture que les services sont assez indépendants les uns des autres. Et donc, s'il y a un service qui est pertinent pour les citoyens, il y a la possibilité de le mettre en place. Donc, le corps du truc, c'est très administratif, mais on voit bien que c'est ouvert à autre chose, le fait de vendre une voiture, l'échange parents-élèves, etc. Donc c'est pas en fait restreint aux fonctions un peu régaliennes de l'État. Ça peut aller au-delà. Pour les étrangers, il y a ce qu'on appelle le e-residency. Bon, la carte qu'on voit là, l'autre carte, elle concerne les Estoniens. Et pour les étrangers, il y a la e-residency qui ne donne pas la nationalité. Ça dit juste que vous êtes en droit de séjourner sur le sol estonien et de pouvoir travailler. Et cette carte e-residency permet de créer une entreprise. Donc ils se sont dit, voilà, quoi les services les plus pertinents, pourquoi on a besoin d'étrangers, c'est souvent pour la partie main d'œuvre. Et donc la e-residency vous permet de créer une entreprise.
Et cette carte-là, tout le monde peut l'avoir, c'est-à-dire que vous, demain, si vous voulez tester, vous pouvez l'avoir. Ça coûte, alors quand j'ai fait les slides, ça coûtait 70 €, peut-être que ça a changé. Ça va vous coûter dans les 70 €. Donc si vous voulez tester, avoir une carte e-residency estonienne et voilà, voir le manuel, vous allez avoir des vidéos, des trucs, créer une entreprise, la fermer, voilà. Ça coûte que 70 € et il y a beaucoup de gens en France qui ont cette carte. Ensuite, on rentre un petit peu dans la technique et dans le comment. Je vous passerai ensuite une vidéo de 3 minutes qui va vraiment expliquer en quelques mots le fonctionnement technique et puis on reviendra dessus. La technologie, en fait le software, toute l'intelligence qu'il y a derrière, ça s'appelle la X-Road. X-Road en estonien ça a une signification, je crois que ça signifie la carte à tout faire, ça a un sens. Mais c'est pas le plus important, en gros c'est un code qui est open source. Donc il y a une communauté de développeurs qui améliore ça. De mémoire, on doit être à la version 6 de la X-Road, qui n'est pas encore publique mais qui va l'être. Donc c'est dispo dans GitHub, vous pouvez consulter, etc. pour les gens qui sont passionnés. Les carrés un petit peu là qui sont autour, tous les hexagones qui sont autour, c'est les différents services qui sont proposés, voilà. Le portail de l'État, les impôts, le registre de la population. Quand deux services doivent communiquer, il y a une connexion qui s'ouvre et c'est une connexion momentanée, sécurisée et momentanée, et dès que l'échange se termine, la connexion est killée. Il n'y a plus de lien entre les deux, en gros les deux services, les deux bases de données. Donc tout passe par Internet et en bleu à l'intérieur, on voit tous les services un peu d'administration du système, la supervision, les trucs un peu de sécurité, le helpdesk, etc. qui permettent de monitorer, de superviser le système. Donc là on va voir une petite vidéo du système voilà, donc on va juste l'écouter, ça dure 3 minutes et après on va la commenter. Ouais, tu peux la lancer, vas-y, voilà, merci. Running a modern state is a data-centered endeavor. Ensuring the functioning of the state requires administering very large quantities of data. Estonia lacks a centralized or master database. Data is stored where it is created. Each agency administers its own data separately, and data is not duplicated. At the same time, state authorities and agencies need data outside their purviews in order to function. For example, the police constantly require information from the population register. Likewise, the Unemployment Insurance Fund depends on information from the Health Information System. How can authorities securely exchange important data? First, the data must be easily accessible by the authorities that are authorized to use it. Second, the integrity of the data must be maintained. No third party should be able to make any changes to the data while it is in transit. Third, the data must remain confidential during its journey. It must be protected from the eyes of unauthorized parties. The X-Road is a data exchange platform that fulfills all three of these requirements. The X-Road makes life simpler for both the state and the citizens. For example, when a child is born, information about the birth is sent directly from the hospital to the population register. From there, it is sent automatically to the Health Insurance Fund so that the child will have health insurance and a family physician. This prevents the creation of excessive paperwork and saves time. The state functions in the background. The X-Road helps authorities make work processes more convenient. Many activities can be automated, which frees employees to deal with matters that require human involvement. Authorities also don't have to worry about the authenticity of data.
they can be confident that data received from the tax board definitely originated from the actual tax board. Additionally, the X-Road can be used regardless of what technology an authority uses. For the state, the X-Road, above all, makes it possible for authorities to efficiently exchange data among themselves. Sensitive information moves securely, and the system itself is so resilient that it cannot be easily brought down by those with malicious intentions. Since the birth of X-Road in 2001, the system has operated continuously without interruption. The X-Road helps the state see the big picture of how different authorities are connected to one another. In addition, the X-Road makes it possible to exchange data not only within the country, but also across national borders. That is, of course, if databases and information systems are working properly. The biggest beneficiaries of the X-Road are, of course, the citizens. They enjoy the benefits of a better functioning state and save all of the time they would otherwise spend submitting papers and forms. How much time? During the time it took you to watch this animation, the X-Road saved around 240 working hours in Estonia. Cool. Voilà donc le temps d'avoir regardé cette vidéo. En Estonie, ils ont économisé des heures et des heures de travail. En fait, c'est ça aussi qu'il y a à noter, c'est qu'en fait, c'est une technologie qui permet de gagner beaucoup de temps et d'économiser de la RH. Donc petit résumé, donc les services fonctionnent indépendamment donc les données ne sont pas dupliquées entre les différents services. Donc ensuite on a vu en fait plusieurs, donc on a les données au milieu et en fait on a vu plusieurs niveaux de sécurité autour. Donc le premier niveau de sécurité c'est la protection de la donnée elle-même. Le deuxième niveau de sécurité, c'est la protection de quand il y a des échanges. Et le dernier niveau de sécurité, c'est en fait que les tierces parties ne peuvent pas avoir accès exactement. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, c'est que ce panel de services permet donc de libérer de la capacité RH et que ça procure une vision globale des services à l'État. Le bénéficiaire principal, c'est le citoyen, puisque voilà, c'est lui qui va gagner du temps et puis même quand on va économiser de la RH en fait, c'est aussi des impôts en moins, enfin, c'est aussi de l'argent public qui est mieux dépensé, etc. Et donc tout le temps que vous passez, que nous passons à remplir des formulaires, nom, prénom, date de naissance, à justifier, à ramener les documents, à réimprimer nos diplômes, à réimprimer nos fiches de paye, et voilà, tout ça, c'est du temps qui est économisé. Donc si on fait le bilan de la X-Road actuellement, depuis sa création en 1990, donc on l'a vu tout à l'heure, le nombre d'Estoniens qui sont équipés, c'est autour de 98%, donc sur une population de 1,3 million d'habitants, c'est à peu près la moitié de Paris. Ensuite, il y a 350 millions de signatures électroniques qui sont enregistrées, donc ça montre un peu le taux d'utilisation de l'outil. Le vote en ligne, il y a à peu près 30% des Estoniens votent en ligne, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Donc les gens font de plus en plus confiance à la technologie. Donc le chiffre que j'ai mis en gras, c'est le nombre d'années de travail qui ont été économisées depuis 90. Donc si on devait faire tout ce que la X-Road fait manuellement, on aurait travaillé 800 ans de plus. Ensuite, les données de santé, elles sont aussi numérisées à 95%. Les transactions bancaires sont effectuées en ligne. Le nombre de services qui sont disponibles autour de 2000, donc après on a vu les principaux, ça reste du découpage, ce qu'on appelle service ou pas. Et il y a 170 bases de données. Donc ça c'est le bilan de la technologie. Ensuite on va voir comment
est-ce que c'est un truc qui va être exporté en Europe ou pas? Est-ce que donc en 2017, en fait, dans un sommet de l'Union européenne, l'Estonie a présenté la X-Road, donc dans un sommet numérique dans sa capitale Tallinn, et voilà, il y a eu toute une discussion, des échanges voilà, sur l'intérêt des pays européens pour cette technologie. Donc en France, donc il y a plein de gens qui essaient de l'importer en France. Donc le gouvernement, donc, dans le projet du candidat Macron, il y avait la digitalisation, en fait la dématérialisation des démarches administratives d'ici 2022. Donc en fait, Macron prévoit de dématérialiser 100% des démarches administratives, il y en a à peu près 3000 d'ici 2022, et ça coûterait à peu près 10 milliards d'euros. Mais c'est, on va dire, chaque service à part, les impôts, le truc, les cartes grises, en silo. Donc on souhaite s'inspirer de la X-Road, mais pas la copier complètement, puisque on pourrait, mais c'est pas l'orientation qui a été choisie. Donc en fait, voilà, depuis des années, de toute façon, en France, il y a cet élan pour la dématérialisation, même si il y a des contretemps, des contre-pouvoirs, notamment sur le vote en ligne, etc. Mais voilà, il y a déjà eu un plan numérique 2010-2020, et il y a le plan Macron 2018-2022, et en 2018, en tout cas, l'objectif c'était de dématérialiser 500 démarches administratives. Donc, je ne les connais pas dans le détail, mais en tout cas c'est ça l'objectif. Ensuite, donc il y a des gens qui payent les 70 € là qu'on a vu tout à l'heure, et qui ont des cartes de e-residency et qui veulent montrer que ça marche, qui veulent montrer que c'est utile. Donc voilà, il y a des associations, on va en voir une tout à l'heure. Il y a des chefs d'entreprise, des développeurs, des blogueurs, des journalistes, donc des citoyens qui voudraient avoir ça en France, parce que voilà, il y en a marre des démarches administratives, de la perte de temps que ça engendre. Voilà, on veut du service finalement. Donc l'association dont on parle, c'est l'association French Road. Donc en fait, c'est une association qui a été créée tout récemment et qui vraiment veut, en fait, elle veut convaincre, c'est un peu un lobby au final, pour convaincre le gouvernement d'implémenter la X-Road. Et pour convaincre le gouvernement, elle essaie de convaincre le maximum d'influenceurs, de citoyens, de chefs d'entreprise, etc. Donc la French Road veut une société digitale, 100% digitale, comme en Estonie, finalement. Et elle ne comprend pas, elle ne reconnaît pas tous les freins français qui sont présentés face à ça. Donc en parlant de freins français, quels sont un peu les points négatifs qui sont positifs et négatifs qu'on peut citer là-dessus. Donc il y a des pas en avant, donc on a parlé du plan Macron. Il y a une loi aussi pendant le quinquennat de Hollande qui oblige l'entreprise à accepter la facture électronique, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des choses, les documents scannés qui maintenant ont une valeur qui avant ne l'avaient pas, etc. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. Par contre, il y a toujours des freins, puisque la signature électronique est très peu utilisée, par exemple. Le vote en ligne n'a jamais été généralisé. Il y a eu des critiques assez sévères. Il y avait de mémoire à l'époque Philippe de Villiers qui avait dit que c'était une escroquerie, etc., de mettre en place le vote électronique. Et à l'inverse de l'Estonie, où il y a 30% de vote en ligne, la signature électronique elle est quasi généralisée, les dossiers médicaux sont en ligne, etc. Donc
il y a quand même voilà, il y a un écart et on va dire les Estoniens ont su investir très tôt aussi sur le sujet avec leur fameuse X-Road. Ensuite, est-ce que ce projet a un intérêt économique puisque voilà, on dit qu'il faut d'un point de vue service, c'est sûr que c'est utile. Maintenant, économiquement parlant, est-ce que c'est utile? Il y a quelques éléments de réponse ici, puisque la X-Road, elle permet d'automatiser les choses. Et donc, ce qui implique moins de ressources humaines. On tape toujours sur les fonctionnaires en France, mais en tout cas, avec cet outil, c'est vraiment... en France, il y a... qui peut me dire combien de fonctionnaires il y a en France? Une idée à peu près. Il y a 5,6 millions de fonctionnaires en France. Alors, c'est pas juste le chiffre qui est gros, c'est aussi le pourcentage. C'est-à-dire que 8 à 9% des Français sont fonctionnaires. En Estonie, ils sont 2%. Donc, imaginez l'économie qu'on ferait de passer de 9% à 2%. De la population en fonctionnaire. Alors, on n'est pas encore là, mais il y a un gain économique potentiel énorme. Donc, sans compter la partie un peu service rendu, le fait de faciliter l'entrepreneuriat, etc. Et le temps gagné par tout le monde pour faire des démarches de base. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en France? On a la carte Navigo, on a les cartes d'identité, le permis, la carte vitale, la carte électorale, carte étudiante, on a la carte bleue pour payer, on a toutes nos cartes de fidélité, la carte de mutuelle, et on a notre badge pour travailler. Et encore, et d'autres. Et en Estonie, ils ont une seule. Donc, tu peux payer avec ta X-Road, donc il y a des citoyens qui payent avec. Ensuite, il y en a qui ont plus d'argent, qui ont d'autres cartes. Mais bon, donc on pourrait passer de plusieurs cartes à une seule carte. Donc la multiplication des cartes dit multiplication des services, dit services en silo, dit démarches, etc. Donc déjà en termes de services, c'est très avantageux. Ensuite, on va voir on va parler tout à l'heure de quelques exemples pratiques. Vous allez voir que c'est intéressant. On est noyé, c'est vrai qu'on est noyé par les formulaires, par les justificatifs. Voilà, certains d'entre nous ont fait la préfecture pour demander des cartes de séjour. C'est un enfer. Donc il y a des délais, il y a des pertes, le dossier n'est pas à jour, il faut envoyer des justificatifs qui datent de moins de 3 mois, c'est insupportable. Ce qui n'est pas le cas en Estonie, puisque voilà, ils branchent finalement leur carte et ils sont identifiés, on sait que c'est eux et on a toutes les infos à l'intérieur et on ne redemande pas à chaque fois les justificatifs. Donc les infos sont demandées forcément uniquement au début et voilà, il y a une rapidité qui est évidente et c'est un système qui est plutôt sécurisé. Donc on va voir 2-3 exemples pratiques de comment on perd du temps aujourd'hui et comment on pourrait moins en perdre demain. Donc, par exemple, la vente de voitures, on va dire avant l'informatisation de la carte d'immatriculation là qui marche pas, mais comment le process classique, voilà. Donc, il y a une transaction, il y a un accord, il y a un contrat qui est signé, qui est envoyé par la poste à la préfecture. On attend 3 à 4 semaines, on est convoqué pour aller récupérer la carte grise. Donc, c'est un processus qui prend à peu près 4 semaines. Comment ça se passe en signé? On va signer dans notre compte quand on transfère notre voiture à telle personne et donc la voiture elle est transférée à la base de données est mise à jour et la voiture elle est transférée au nouvel acquéreur. Donc c'est un process qui prend quelques minutes, même pas un jour. D'accord? Donc on passe
On passe de tout ça à quand même quelque chose de beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un exemple parmi des dizaines. Autre exemple, donc quand un enfant naît en France, il y a 5 documents à fournir, alors je ne sais plus lesquels, il faut un acte de naissance de l'hôpital, il faut les trucs d'état civil, le livret de famille, bref. Et ensuite, l'enfant est enregistré à l'état civil. Et on a 5 jours pour le faire. Si on dépasse le délai de 5 jours, il faut passer en justice parce que voilà, il y a des risques, etc. Voilà, quand un enfant naît, on n'a pas forcément la tête à faire toutes ces démarches. Donc ça arrive souvent. En Estonie, la même naissance, l'enfant est né, le registre de la population a mis à jour et ça envoie donc le registre, on va dire, hospitalier, dossier médical, envoie l'info au registre de la population via la connexion sécurisée qu'on a vue tout à l'heure, qui renvoie une info à la sécurité sociale via une autre connexion sécurisée temporaire qu'on a vue tout à l'heure. Donc l'enfant naît, il est enregistré et il est né avec une couverture sociale. Donc petit rapide tour d'horizon sur quels seraient les freins potentiels au fait d'implémenter une telle technologie, de tels outils en France. On va essayer d'y répondre aussi en même temps en donnant quelques contre-arguments. Donc on s'intéresse beaucoup à la vie privée en France et c'est vrai que en mettant nos données sur le web et pas dans un placard, on se dit bon, nos données elles sont protégées comment? Donc déjà, on a vu tout à l'heure le petit carré de consultation qui est réservé à l'individu. Donc c'est que la personne qui a la carte et qui a le code de consultation, le premier code, qui peut accéder aux données. Et de toute façon, l'historique de toutes les actions est conservé. Donc si vous faites un achat, si vous faites une démarche, tout est tracé. Donc demain, s'il y a fraude, ça peut arriver, on pique la carte de quelqu'un en connaissant son code, toutes les actions qui ont été faites peuvent être tracées. Ensuite, est-ce que ce ne serait pas un moyen pour les autorités de nous espionner? Donc la police estonienne utilise donc cette technologie X-Road. Elle a un registre avec le nom, elle a votre nom, elle a un peu vos antécédents de justice. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait arrêter au volant. En fait, on vous demande votre permis, votre carte d'identité, et puis on va pianoter sur un outil, on va voir des infos sur vous. Donc les Estoniens c'est pareil, mais grâce à la X-Road, en fait, ils ont beaucoup plus d'informations, des informations de justice, etc., qu'on n'a pas forcément en France. Et ce qui fait qu'en fait, une recherche qui prendrait 20 minutes en France prendrait, on va dire, quelques secondes à la police estonienne pour avoir l'exhaustivité de l'information. Donc, il faut calculer le ratio de la productivité entre les deux services. Donc, on va parler donc, il y a eu une histoire sur justement le fait que le service de police avait accès à quelques informations. Donc il y a un policier qui a essayé de faire des actions avec le compte de son ex-fiancé, mais en fait on se rend compte de l'historique de ce qui est fait, et donc la personne a porté plainte et le policier a tout de suite été retrouvé. Donc comme tout est tracé, c'est très difficile on va dire de tricher sans qu'on soit retrouvé finalement. Donc voilà pour la partie un peu sur liberté. Sur la partie sécurité, en fait les données elles sont stockées dans ce qu'on appelle des ambassades de données, donc qui sont réparties un peu partout dans le monde, ce qui fait que s'il y a un gros sinistre
dans un pays, on retrouve quand même le système continue de fonctionner. Donc voilà, si l'Estonie, et même si l'Estonie est bombardée, la X-Road va continuer de fonctionner. Ensuite, on a vu que les organismes fonctionnaient en silo et donc il n'y a que des connexions temporaires entre les organismes. Donc si un jour il y a par exemple les impôts qui sont piratés par les Russes, je ne sais quoi, ça ne corrompt pas, ce qui n'est pas encore arrivé, ça ne corrompt pas les autres bases de données puisqu'il n'y a pas de lien permanent entre les différentes bases de données. Ensuite, si on se fait voler sa carte, il y a quand même un processus pour la retrouver. On désactive l'ancienne carte, on nous redonne une carte et puis il y a quand même, vous dites j'ai perdu ma carte à telle heure, il y a une enquête sur tout ce qui a été fait avec votre carte depuis le moment où vous l'avez perdue et voilà, s'il y a fraude, s'il y a des choses, on essaie de réparer. Donc depuis la création, il y a eu, on va dire, deux événements notables. Le premier, le plus important, en 2008, le service en fait a été arrêté pour une semaine parce que ils ont constaté, a priori, ils ont constaté une attaque des services secrets russes. Donc voilà, les Russes, ils veulent tout le temps avoir la main mise sur l'ancienne URSS, etc. Donc il y a toujours un risque. Ça, c'était vraiment l'incident le plus important. Deuxième incident à signaler, c'est que le fabricant de la X-Road, c'est Gemalto, et il y a un risque. On va dire une faille de sécurité qui avait été détectée chez le fabricant Gemalto, donc le pays a décidé de rappeler, comme quand on rappelle les voitures, de rappeler, de refaire 770 000 cartes, ce qui est beaucoup. Mais voilà, quand on a un système comme ça, avec une telle, on va dire, puissance champ d'action, on ne peut pas se permettre de prendre des risques finalement. Donc c'est les deux sujets majeurs. Ensuite, dans les freins français, on a forcément le frein de la conduite du changement, qui n'est pas juste lié à la France, mais pour utiliser la X-Road, il faut forcément une connexion Internet. Donc la mamie qui veut faire une démarche administrative et qui a tous ses papiers, elle n'a pas forcément besoin d'Internet. Par contre, dans un cas de X-Road, il faut une connexion Internet. La France est l'un des pays les plus connectés à Internet en Europe. On approche les 100%. Entre la 3G, la 4G, le Wi-Fi, etc., on n'est pas loin des 100% de couverture Internet. Donc, c'est pas un réel frein. Ensuite, il y a le sujet des ressources humaines, puisque c'est l'éternel sujet qu'on voit tous les jours dans l'entreprise, puisqu'on est consultant dans l'informatique. Quand on fait un truc, quand on met en place un système d'information avec une valeur ajoutée d'optimisation, d'automatisation, d'intégration des processus, forcément, il y a du temps qui est économisé, et donc il y a des gens qui vont avoir moins à faire. Donc c'est l'éternel argument. Ensuite, au lieu de faire aux gens des actions réverbatives, on peut les placer ailleurs, etc. Donc c'est pas vraiment un argument de dire pour ne pas on va dire mettre au chômage technique des salariés, il ne faut pas implémenter la X-Road. Il faut aller dans le sens de la technologie, de l'évolution. Donc il y a des emplois qui seraient effectivement détruits dans l'accueil, dans l'administratif, etc., mais d'autres qui seraient créés dans d'autres domaines. Donc ensuite, le système est déployé sur... donc il y a 1,3 million
donc d'habitants en Estonie. Le système est complètement scalable. On peut, ça peut aller à 50 millions, 100 millions, etc. Donc c'est pas tant un frein technique, mais plus un frein de conduite du changement sur une population de 66-67 millions d'habitants. En tout cas, il n'y a pas de frein technique, c'est-à-dire que la technologie X-Road et tous les outils qui sont autour, ils ne sont pas limités à 1 million de personnes. Il n'y a pas de frein technique là-dessus. Ensuite, donc si on dit la X-Road c'est trop compliqué, quelles sont les autres alternatives qu'on aurait? De rester au papier, donc en gros de ne pas bouger avec toutes les contraintes dont on a parlé de coûts, de lourdeur, etc. Deuxième sujet, on pourrait, ce qui est un peu en train d'être fait, c'est de dématérialiser les organismes un peu en silo. Donc le DPI, dossier patient informatisé d'un côté, les impôts de l'autre. Donc chaque un peu les cartes de fidélité dans les applis. Donc chaque organisme un peu fait séparément et sans réelle centralisation et sans qu'il y ait les échanges qu'on a vus. Donc c'est déjà bien. Après, la valeur ajoutée apportée, elle est un peu limitée par le fait qu'il n'y ait pas d'interface finalement. Donc pour conclure sur ce sujet, est-ce que ce système risque de voir le jour en France? Je pense qu'on y arrive, même si ce n'est pas sous le nom de X-Road ou autre, on arrive à la dématérialisation. On arrive au fait, on paye nos impôts en ligne, on reçoit tous nos courriers par mail, ça a une valeur juridique, on a tout dans les applis et en fait on y arrive de façon détournée, c'est-à-dire que les services sont dématérialisés en silo et ensuite il va y avoir des interfaces qui seront construites progressivement avant d'arriver à un truc qui est généralisé, qui est complètement cohérent finalement. Donc on n'est pas obligé de se limiter à l'échelle de la France, puisque en Estonie ils ont vu un intérêt à faire communiquer différents services. Donc le registre de la population avec l'hôpital, avec la sécurité sociale, et donc à l'intérieur de l'Europe. Donc il y a aussi intérêt à faire communiquer plusieurs pays entre eux. Donc si on a ce genre de technologie qui est en vigueur dans plusieurs pays, et il y a plusieurs pays européens qui réfléchissent à ça, donc on pourrait implémenter des systèmes comme ça. Plus qu'à une échelle qui est supérieure juste aux bornes d'un seul pays. Donc voilà, donc c'est tout sur notre sujet. Est-ce que vous avez des questions en particulier ou est-ce que vous voulez revenir sur des éléments de la présentation ou c'est clair? Est-ce que vous allez commander votre e-residency ou pas? Ça y est? Je suis estonien, c'est bon. Donc Exteam va commander un e-residency pour chaque consultant. Non, mais par contre en France, il y a un truc qui s'appelle France Connect qui existe. Oui. Et qui est quand même super intéressant. Enfin, c'est pas une carte à puce, mais c'est quand même. Moi j'ai fait ma carte grise en m'authentifiant sur le service des impôts. Oui. C'est une authentification et après peu importe le service, enfin peu importe non, beaucoup de services avec une fédération d'identité et une authentification à un des endroits qui sont possibles. Oui, donc il y a les impôts, je crois qu'il y a un truc de la poste. Toi, tu fais la carte grise. Aussi, carte grise. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ce. En fait, c'est un comment dire, pas un MDM, mais c'est un Identity Management, un gestionnaire d'identité qui te permet de t'authentifier, par exemple, sur les. En gros, tu t'authentifies sur ce truc-là, France Connect, et après, tu as
as plein de services qui sont proposés. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de créer un compte aux impôts ou de créer un compte à sécurité sociale, de créer un compte à la préfecture. Donc en fait, tu arrives sur les impôts, tu veux payer ton impôt en ligne et tu dis, bah attends, j'ai un truc, j'ai une authentification France Connect, BIM France Connect, et on te retrouve. Donc il y a une sorte de données de base, donc ton numéro de sécurité sociale, ton numéro des impôts, ton nom, prénom, date de naissance, qui sont partagés en fait dans un MDM. Et ça c'est vrai que c'est un truc que je vois de plus en plus. Pour le déménagement, quand on fait une déclaration de changement d'adresse, c'est pareil, il suffit de cocher toutes les cases et c'est lui qui fait toutes les démarches vers toutes les administrations et autres de façon centralisée. Donc ça c'est pas mal. Par contre, ils ont essayé la carte à puce sur les permis en France et ils ont abandonné parce que ça n'a jamais marché. Je sais pas pourquoi. Et apparemment les flics n'étaient pas équipés pour lire les cartes. Ah oui, ouais, c'est vrai. Tous les permis, si vous avez renouvelé récemment votre permis, vous avez une puce dans le permis. Les cartes séjour aussi. Ouais, les cartes séjour. Ouais, petite. Mais en fait, ils n'utilisent pas, ils ont arrêté. Ah, donc maintenant c'est repassé au format papier. C'est ça, ils en sont pas. Ouais, j'avais entendu ça parce que bon, moi j'avais le format papier, mais je voyais tous les gens qui avaient des permis. Ça ressemblait vachement à une carte de séjour. C'est le même format. Ouais. Mais ils n'utilisent pas, donc ça coûte beaucoup plus cher une carte à puce quand même. Enfin, là, on parle pas de prix, mais le permis normal, ça coûte, je sais pas, moins de. Ouais, le papier, oui, forcément. Je suis d'accord. Juste sur la partie Estonie, le rappel des 770 000 cartes à puce. Oui. C'est lié à la faille ROCA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. S'il y a une faille dans le fabricant, alors je sais pas le nom de la faille. La faille ROCA, c'est une carte à puce, donc il y a une clé privée, clé publique. Et en fait, on arrive à retrouver la clé privée à partir de la clé publique avec un algorithme. Ce qui est quand même pas rien. Et ça veut dire que pour 770 000 personnes, on peut se faire passer pour eux très facilement. Oui, avec. C'est quand même très grave, c'est pas un petit truc du tout. Donc quand il y a une faille, quand on a un truc, un système aussi puissant, quand il y a une faille comme ça, ça a forcément un impact qui est énorme en fait. Donc, donc en parlant de France Connect, il y a la Poste en fait aussi qui propose un service. Alors c'est peut-être pas directement en lien, mais où on peut stocker tous nos documents. Par exemple, la Poste, elle peut faire l'interface avec EDF, avec votre employeur, pour récupérer tous vos documents et les stocker dans une espèce de cloud truc. Parce que comme maintenant tout est digitalisé, en fait on reconstruit l'armoire dans le cloud finalement. Et juste pour finir, sur le schéma, les bases de données qui sont un peu répertoriées un peu partout dans le monde. Du coup, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que c'est très conforme GDPR. Pourquoi ce serait pas conforme Parce que c'est des données des utilisateurs mais qui sont en dehors de l'Europe. Oui. GDPR, c'est un peu l'opposé de ça. C'est que les données des Européens doivent rester en Europe. L'Estonie et GDPR. L'Estonie, elle est dans l'Europe, non? Ouais. Il me semble. C'est dans l'Union européenne, hein. Je suis pas sûr qu'ils sont dans l'Union européenne, mais il me semble. Il me semble. Mais bah, tu seras obligé de stocker des données un peu partout. Pas si un gros sinistre. Après, je pense que. Des bases de données répliquées. Oui, après, je pense que c'est pas impossible. Déjà, soit de faire une exception pour ça, ou alors de migrer les data centers vers d'autres pays européens. Quand ça a un coût, ça va avoir un coût. Les Allemands, il y a des législations internes qui obligent à avoir les data centers en Allemagne. Du coup, il y a, je sais plus qui, Amazon, qui a ouvert un data center en Allemagne, parce qu'ils sont obligés d'en avoir. Il y a des réglementations, enfin, il y a des lois internes. Je sais que par exemple pour la Suisse, les données, les clés qui sont dans les séquestres des clés qui sont dans les cartes à puce doivent être en Suisse, interdit de les avoir à l'extérieur. Mais on a ça. Hein, il y a des réglementations intérieures, je pense que dans l'Europe. Ouais. En France, la Constitution dit que le vote doit être anonyme, obligatoirement. Donc si on passe en vote électronique, ça va être compliqué de l'avoir en anonyme. Pour les données de santé. Les données de santé, il y a
il y a la loi en fait hébergement des données de santé et ça doit être hébergé en France typiquement. Donc, tu vois, selon les pays, il y a des trucs aussi qui vont peut-être à l'encontre, mais voilà, ça ne s'empêche pas d'avoir 5 data centers en réplication en France, et puis si on veut en mettre un en Martinique.